Madame, Monsieur, bienvenue à Chasseurs d'idées. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un fait divers qui nous torde le cœur parce que la victime est un enfant. Quand il s'agit d'images internationales, souvent on verra un petit guerrier qui est dépassé largement par sa Kalachnikov quand c'est pas un enfant avec le ventre ballonné par la malnutrition et un regard plein de désespoir quand c'est pas de l'infection aussi. Et plus près de chez nous, on a nos chroniques d'enfants battus, torturés, abandonnés, victimes d'inceste ou de viol. Presque toujours, le responsable, le coupable est un adulte et très souvent un parent. Comme spectateur, on ressent des sentiments d'horreur et de trahison. Pourquoi? Parce que, en général, à travers les nôtres ou ceux des autres, on aime les enfants. Et on souffre par procuration parce que ces petites victimes risquent de souffrir d'un traumatisme qui va les handicaper pour le reste de leur jour. On se dit, pour les adultes, on n'est pas certain de leur responsabilité. Pour les enfants, on est sûr, ils ne méritent pas ça, jamais. Mon invité aujourd'hui est Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Mon invité connaît bien les enfants qui sont victimes de traumatismes et les adultes qu'ils deviennent. Il est neuropsychiatre, éthologue, auteur de plusieurs livres. Sa spécialité, son champ d'études, ce sont justement ces enfants victimes de traumatismes, mais abordés par le biais des leçons qu'on peut tirer de ces enfants-là quand ils s'en sortent. Alors, il vient de publier là-dessus, d'ailleurs, un tout nouveau livre, Un merveilleux malheur. C'est publié chez Odile Jacob, 1999. Alors, Boris Cyrulnik, j'ai dit que vous étiez médecin, bien sûr, mais vous êtes aussi éthologue. Vous êtes ici pour donner des conférences à l'hôpital Sainte-Justine, travailler avec les psychiatres. Mais l'éthologie, peu de gens connaissent ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui est jeune depuis longtemps, puisqu'elle est née en 1850. Ouais. Et c'est une discipline qui consiste à observer les êtres vivants dans leur milieu naturel. C'est-à-dire que c'est une méthode naturaliste. On observe comme si l'observateur n'existait pas, ce qui n'est pas possible, mais on peut faire aussi des petites manipulations expérimentales le plus discrètes possible. Donc c'est une méthode scientifique en milieu naturel. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'éthologie a d'abord été appliquée à l'observation des animaux avant qu'on l'applique aux humains? C'est ce qu'on dit, et pourtant un des fondateurs de l'éthologie, c'est-à-dire Darwin, d'emblée a observé ses enfants, les enfants face aux animaux. Et d'emblée, il a fait l'éthologie animale et de l'éthologie humaine. Mais c'est vrai que par la suite, c'est surtout l'éthologie animale qui s'est développée, alors que maintenant, c'est l'éthologie humaine. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes neurologue, médecin bien sûr, psychiatre, donc vous avez beaucoup d'instruments. Qu'est-ce que l'éthologie vous apporte de spécifique à l'étude des enfants? Une méthode d'observation. Si on n'a pas de méthode d'observation, on observe ce qu'on pense, on observe ce qu'on croit. Et on se fait piéger par des sensations d'évidence qui en fait sont des pièges de la pensée. Alors que si on a une méthode d'observation, on se rend compte que l'évolution, que les phénomènes sont souvent très différents de ce qu'on croit. Oui. Alors là-dessus, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de concepts, dont celui de résilience dont vous traitez dans votre livre, mais c'est déjà le temps de la pause. Je vous signale que l'adresse Internet de l'émission apparaîtra au bas de vos écrans. Prenez-la en note si vous voulez communiquer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Je vous signale aussi que de notre site, vous pouvez aller sur celui de Télé-Québec, qui est un site très utile, où il y a beaucoup d'informations, audio et vidéo aussi. Et nous, on est de retour avec Boris Cyrulnik dans 3 minutes. Alors, Madame, Monsieur, merci beaucoup d'être de retour avec nous. Boris Cyrulnik, à la lecture de Un merveilleux malheur, j'en ai retenu que le concept central, peut-être, de ce livre, c'est le concept de résilience. Qu'est-ce que c'est, la résilience? C'est un mot français qui veut dire rebondir, ressalirer, avoir un ressaut. C'est-à-dire qu'un organisme reçoit un coup, le coup il l'a reçu, la blessure il l'a, mais il peut vivre quand même, il y a une vie possible quand même après le traumatisme. Et ça définit très bien comment un organisme peut se défendre contre un traumatisme et recommencer à vivre après la blessure.
vous dites que c'est un terme qui est emprunté à la physique. Oui. Je regardais dans le dictionnaire, on disait comme synonyme ductile, par exemple. Oui. Et on donnait l'exemple de l'or qui peut fondre, s'étirer, être transformé, mais qui ne casse pas. Donc, résilience, c'est pas résistance, c'est pas la même chose. Tout à fait. C'est-à-dire que la résilience, c'est une aptitude à s'adapter et à se reformer ensuite. Alors qu'effectivement, résister, ça peut résister jusqu'au moment où ça casse. Donc, c'est pas du tout la même stratégie face au coup. Et la résilience est une stratégie plus adaptative et plus évolutive. Mais ce qui est original, je pense, dans le travail que vous faites, c'est que vous parlez de cette faculté, mais vous l'appliquez à des enfants qui ont été victimes de coups très durs. Alors, c'est toujours plus facile de prendre des cas extrêmes parce que les cas extrêmes sont plus illustratifs et nous permettent de mieux comprendre. Mais une fois qu'on aura mieux compris comment se mettent en place les mécanismes, les processus de résilience, je crois que ça concernera à peu près tout le monde parce que personne ne peut prétendre avoir échappé au coup. Mais par opposition, par exemple, à l'enfant qui a vécu un traumatisme, sans le mettre dans une échelle de gravité, il y en a qui s'en sortent pas et le résilient, lui, ce sera celui qui a cette faculté de rebondir, d'absorber le choc, mais malgré tout, de s'en sortir. Voilà. Alors, est-ce que c'est une faculté? C'est-à-dire que c'est une implication de l'enfant blessé, et autour de l'enfant blessé, il y a des dispositifs humains, affectifs, intellectuels, culturels, qui permettent à l'enfant de reprendre son développement. Donc ce n'est pas une faculté dans l'enfant, mais c'est un ensemble qui se met en place, qui a été imprégné dans l'enfant, mais qui se met en place autour de l'enfant. Donc c'est pour ça que c'est plus un système qu'une faculté de l'enfant. Reste que ce système que vous décortiquez et sur lequel vous tablez finalement, puisque vous servez d'une certaine façon de cette résilience-là chez les gens pour essayer de comprendre comment aider d'autres qui ont peut-être moins cette faculté-là à la développer. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a constaté l'inégalité des traumatismes. Certains enfants sont gravement blessés par des traumatismes qui apparemment sont mineurs pour d'autres, alors que d'autres enfants, pour des chocs très graves, arrivent quand même à reprendre leur développement et à redémarrer. Donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment on fait ces enfants, parce que on pense que ces enfants ont des leçons à nous donner. Ils ont compris quelque chose qu'on doit apprendre d'eux. Comment ont-ils fait pour s'en sortir de façon à ce qu'on puisse l'appliquer au plus grand nombre possible? Je reviens à ma petite question sur l'éthologie. Est-ce que c'est l'éthologue en vous qui est plus sensible à ces facettes-là? Parce qu'il reste que si la résilience, admettons qu'elle existe, qu'elle a existé avant qu'on la nomme d'une certaine façon, comment se fait-il que des professionnels ont analysé pendant des années des enfants et s'attardent aux coups qu'ils ont subis et aux conséquences de ce coup? C'est comme si ceux qui s'en sortaient n'existaient plus tout à coup. Absolument. Alors là, ce que vous dites, c'est ce dont on a parlé pendant 2 jours, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est étonné du fait que des brillants psychanalystes, dans l'après-guerre, ont décrit les coups qui sont réels. La blessure, elle est réelle, la souffrance de l'enfant, elle est réelle, et ces psychanalystes-là, ces grands noms de notre discipline, ont décrit la manière dont on pouvait récupérer ces enfants. Or, notre culture a oublié ce dernier chapitre, n'a tenu compte que de la description des coups, dont il faut tenir compte, et n'a pas tenu compte de la récupération possible de ces enfants qu'il faut récupérer. Donc je pense que cette tare que vous signalez parle de notre culture bien plus que de la blessure des enfants. Un biais professionnel. Alors voilà, c'est sûrement un biais professionnel, mais c'est surtout un marqueur de notre culture. Pourquoi s'intéresse-t-on tellement à la victime sans s'intéresser à la manière dont elle peut se réparer quand même? Oui. Et peut-être servir aux autres éventuellement. Est-ce que la résilience est fatalement issue de la maltraitance, pour reprendre un terme utilisé dans votre livre? Pour parler de résilience, il faut qu'il y ait un coup. Ce coup peut être la maltraitance, ce coup peut être l'abandon. C'est beaucoup plus difficile à voir. La négligence affective, c'est un non-comportement, c'est beaucoup plus difficile à observer. Ça peut être une agression sexuelle. Mais enfin, actuellement, les grands agresseurs d'enfants, c'est les États.
c'est la violence d'État qui détruit le plus des enfants. Il y a bien sûr la violence familiale qui existe, les agressions sexuelles qui existent, il faut en tenir compte. Mais sur la planète aujourd'hui, les enfants sont surtout détruits par la violence d'État, c'est-à-dire par des adultes censés, apparemment, diplômés et chargés de s'occuper de ces enfants. Qui s'en occupent mal. Ils s'en occupent pas trop bien. Est-ce que, par exemple, on peut avoir, vous citez dans votre livre, une étude de Harvard qui montrerait, de la façon dont j'ai compris, est-ce qu'il y aurait des résilients parmi les chouchoutés d'une certaine façon? C'est ça, c'est une étude de Valiant qui, en 1938, a sélectionné 224, ou c'est l'ordre de grandeur, étudiants privilégiés de Harvard et les a suivis et a commencé à publier les résultats de leur vie en 1990. Eh bien, la vie n'est pas facile. C'est-à-dire que même... Sur 50 ans. Oui, c'est ça, sur plus de 50 ans. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, il y a d'autres publications qui commencent à tomber comme ça, et on se rend compte, que la vie n'est pas facile même pour les privilégiés, et que peu de privilégiés font une biographie heureuse jusqu'à la fin. Quelques-uns y arrivent, 23%. Et que ceux qui font la vieillesse la plus heureuse sont souvent ceux qui ont eu des petites épreuves à surmonter dans leur enfance et dans leur jeunesse. C'est pas les plus privilégiés, c'est pas les plus protégés qui ont fait les vies d'adultes et les vies de personnes âgées les plus faciles. C'est ceux qui ont été un peu agressés et qui ont pu surmonter l'agression parce que ça leur a appris à mettre en place des mécanismes de défense dont ils ont profité pendant toute leur vie. Alors ça, bien sûr, c'est une leçon un peu scandaleuse, mais il y a des choses à apprendre. Mais c'est un peu scandaleux, en guillemets, mais c'est aussi un petit peu l'inspiration du titre du livre, un merveilleux malheur, c'est-à-dire qu'un malheur, s'il est surmonté, peut être une occasion de se renforcer. Absolument. Et que les enfants chouchoutés, qui n'ont pas de défis et qui n'ont une enfance en apparence très heureuse, sont mal équipés pour la vie. Ça, c'est une conclusion un peu surprenante. Ça heurte des canons, en tout cas. C'est ça, oui. Non. Mais ça veut dire que un enfant maltraité, lorsque ses défenses sont dépassées, il est gravement altéré, mais un enfant trop protégé est privé de victoire. Donc il n'a pas l'estime de soi. Il n'a pas eu l'occasion de se prouver qu'il vaut quelque chose, et quand les épreuves de la vie arrivent, il s'effondre très facilement. Alors il ne s'agit pas de maltraiter les enfants, mais il s'agit de les protéger, de les entourer, et de leur donner leur part de responsabilité. C'est-à-dire de leur dire, voilà, tu as 7 ans, à 7 ans, on est capable de faire des petites choses, on va t'aider, on va t'entourer. C'est nous, adultes, les responsables. Mais tu vas prendre ta part de responsabilité puisque tu es une petite personne et progressivement, tu vas gagner. Tu vas te construire l'estime de soi et à ce moment-là, tu pourras passer une vie moins difficile que les autres. Alors, il faut que l'enfant ait des défis à relever. Voilà. Alors, si on parlait des mécanismes de la résilience, ceux que vous identifiez à travers des études de cas que vous avez à l'hôpital, vous travaillez dans les groupes de travail et tout ça. Quels seraient les mécanismes qui font qu'un enfant est résilient par opposition à un autre enfant dans des circonstances à peu près similaires qui ne semblent pas l'être? Tout à fait. Alors on fait des schémas, bien sûr, parce que pour raisonner, ça aide à penser. Et il y a l'imprégnation des ressources internes, c'est-à-dire un enfant qui, au cours de ses petites années, a été fortement stabilisé par un entourage. À ce moment-là, l'enfant acquiert une confiance primitive, un sentiment de soi, où il imprègne dans sa mémoire le fait qu'il est capable de surmonter les petites épreuves. Si bien que quand arrive l'épreuve, qu'il ne faut pas qu'elle soit trop grande, mais on ne passe pas de biographie sans épreuve, quand arrive l'épreuve, l'enfant sait qu'il va souffrir, mais qu'il pourra surmonter l'épreuve. Et à ce moment-là, deuxième temps de protection, il faut qu'il y ait autour de l'enfant des adultes qui disposent autour de lui des tuteurs de développement, qui aident à la résilience. Et ces tuteurs de développement sont beaucoup plus simples que ce qu'on croit. C'est des relations affectives, c'est des relations sociales, culturelles, qui, lorsqu'elles sont disposées autour de l'enfant, lui permettent de reprendre son développement. Elles sont simples et actuellement, sur la planète, beaucoup d'États ne les proposent pas. Puisque la stéréotypie sociale, le préjugé, le discours social dit « ces enfants sont blessés dans les petites années, donc ils sont foutus ». Et pensant que ces enfants sont foutus, on leur fabrique des institutions
mortes, où on ne les aide pas, on ne leur parle pas, et on fabrique des enfants foutus parce qu'on pense qu'ils sont foutus. Alors que si on sait que la reprise évolutive est possible, si on sait qu'après le traumatisme, la vie est encore possible, on va organiser, les États, les décideurs et nous, on va organiser autour de ces enfants des dispositifs bien plus simples que ce qu'on croit, qui permettront à un nombre très grand d'enfants de reprendre leur développement. Donc, importance de la vie avant le traumatisme. Voilà. Un enfant qui subit son traumatisme tôt et avec une vie déjà très marquée a moins de chances, si je vous comprends bien, a moins de chances de développer la résilience qu'un enfant qui aurait eu de bonnes années constructives et même si ça arrive tôt, le traumatisme, il y aurait des souvenirs là, sur lesquels bâtir s'il y a ce tuteur de développement, s'il y a ces poignées auxquelles il peut s'accrocher. Alors voilà, ça c'est le schéma qu'on propose pour rendre le phénomène facile à comprendre. Mais toutes les explications simples sont abusives et on constate que beaucoup d'enfants fracassés très tôt, très blessés, eh bien quand on les revoit 20 ou 30 ans plus tard, on a la surprise de voir que nos théories ne sont pas toujours justes et qu'un grand nombre de ces enfants gravement blessés ont quand même repris leur développement parce que autour d'eux, il y a eu des gens astucieux, des gens généreux qui ont su disposer ces tuteurs de développement, malgré des graves blessures. Et rebâtir. Donc, il n'y a pas d'exclusivité ou enfin, c'est pas absolu. Alors, absolument. Il y a inégalité des traumatismes aussi. Voilà. Là, c'est très étonnant de voir l'inégalité des traumatismes. On voit des adultes, des enfants, des adultes, des personnes âgées qui s'effondrent pour un traumatisme apparemment bénin, un déménagement. On peut voir des effondrements graves après une promotion sociale. Parce que ce déménagement ou cette promotion sociale, qui devrait signifier pour nous un logement plus grand ou un plus grand bonheur, en fait, brise les mécanismes de défense. Donc celui qui a une promotion sociale se retrouve avec une situation qu'il ne peut pas aborder, il s'effondre à ce moment-là. Alors, on a des surprises pendant toute la vie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette, mais il y a un travail constant qui rend possible le phénomène de résilience. Vous dites, on ne peut pas dire qu'une agression psychique provoque une altération psychique comme en mécanique, la cause à effet. Mais on peut dire qu'une agression provoque une altération selon le sens qu'elle prend dans notre passé et notre alentour, chacun d'entre nous ayant une histoire et un contexte familial et social différents, face à une même agression, éprouve un sentiment différent. Eh bien, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est bien parce que vous l'avez écrit. Non, je pense encore comme ça, effectivement. C'est que l'inégalité des traumatismes s'explique par un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a été blessé, il faut, Anna Freud, qui est un maître de notre discipline, disait il faut 2 coups pour faire un traumatisme. Le premier, il est dans le réel, et le deuxième, il est dans la représentation du réel. Le premier coup dans le réel, c'est la blessure. C'est l'enfant maltraité, il a mal, il est cassé. C'est l'enfant violé, il est humilié, il est blessé. C'est l'enfant abandonné, il est désespéré. C'est l'enfant fracassé par la guerre ou qui voit tout s'effondrer autour de lui. Ça, c'est la blessure. C'est-à-dire que ça fait mal et on cicatrise, ou des fois on cicatrise pas et on fait sa vie avec la blessure. Ça reste dans la mémoire de l'enfant. Mais ça fait pas un traumatisme. C'est le premier coup. C'est le premier coup. Et il y en a un deuxième. Et ce qui fait traumatisme, c'est le deuxième coup. C'est-à-dire l'idée que l'enfant se fait de sa blessure sous votre regard. C'est-à-dire que moi, enfant violé, je souffre. Si vous me regardez avec dégoût, c'est vous qui transformez cette blessure en traumatisme. Ou pitié. Ou pitié. Ou gourmandise. Gourmandise sadique. C'est vous, être normal, adulte normal, qui transformez ma blessure en traumatisme. C'est-à-dire que là, ça fait, pour l'enfant, ça fait double souffrance. Et là, la résilience devient difficile. C'est pour ça que pour augmenter le nombre d'enfants résilients, il faut s'occuper des enfants blessés, puisque c'est le premier coup. Et il faut s'occuper aussi des normaux qui, eux, font le discours, les stéréotypies, les préjugés autour de l'enfant et éviteront le deuxième coup. Quand on suit le raisonnement d'Anna Freud avec le premier coup et le deuxième qui est dans le regard, qui est en fait un deuxième coup social, d'une certaine façon, qu'est-ce que l'enfant victime de traumatisme peut faire? Est-ce qu'il doit opérer devant ce regard, s'il veut s'en sortir, une espèce de clivage? Voilà. Vous avez dit le mot.
C'est-à-dire que moi, enfant blessé, j'ai envie, vous êtes adulte, donc vous êtes censé savoir, et moi, enfant blessé, je vais vous dire, je vais me réfugier auprès de vous, et vous me faites taire, mais non, c'est pas grave ce qui t'est arrivé, mais qu'est-ce que tu racontes, t'as dû inventer, c'est un mensonge. Alors l'enfant s'adapte à ce regard de l'adulte par le déni. Alors, mais oui, n'ayez pas pitié de moi, c'est pas grave ce qui m'est arrivé. Et puis, il va souffrir en cachette. Mais la partie de lui qu'il offre à vous, c'est surtout n'ayez pas pitié de moi. Alors, ça donne, si ça dure trop longtemps, le clivage. C'est-à-dire que moi, enfant blessé, je vais entrer en relation avec vous avec la seule partie que vous êtes capable de supporter. Donc, je vais dessiner. Je vous montre ce que je crois que vous voulez voir. Exactement. Mais mon vrai moi, quand je rentre chez moi le soir, mot à mot. C'est-à-dire que la partie, apparemment, la partie socialement acceptable que vous acceptez, je vais la développer, je vais même parfois l'hypertrophier pour me faire accepter par cette partie socialement acceptable. Et tous les soirs, je vais souffrir en cachette, répéter le traumatisme parce que les adultes ne sont pas capables de l'entendre. Et donc ça fait une personnalité clivée, c'est-à-dire une amputation d'une partie de la personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur la culture autant que sur l'enfant blessé. Mais ce que vous suggérez de faire, toujours pour que l'enfant puisse s'en sortir, bien sûr, on parlait des tuteurs de développement, donc c'est un regard qui est complètement autre, c'est un regard qui est empathique, qui est fort, qui est soutenant, tout ça. Est-ce que c'est pas de tricoter la résilience? Vous employez ce mot qui était très, très joli. Vous dites, la résilience, c'est un maillage. Voilà. Alors, dans les façons de s'en sortir, c'est vers ça qu'il faut aller, dites. Voilà. Et c'est volontairement, bien sûr, que j'ai répété peut-être même un peu trop la métaphore du tricot, parce que je voulais dire qu'un enfant seul n'a aucune chance de résilience. C'est pas une qualité inhérente à l'enfant, c'est une interaction, c'est une relation. Donc il faut qu'on puisse se tricoter ensemble. Donc il faut être deux pour faire la résilience. Et c'est volontairement que j'emploie un mot du quotidien, c'est que c'est très souvent dans les actes quotidiens que se tricote la résilience. Je prends l'exemple d'un enfant maltraité jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Il est mis dans une institution pour échapper à la maltraitance de ses deux parents, et il voit un jardinier. Et il va voir ce jardinier, et puis il lui pose des questions banales. Et ces fleurs, comment tu fais? Pourquoi tu les plantes? Comment ça s'appelle? Des questions d'enfant. Et le jardinier, qui est un brave monsieur, un brave type, ben, il lui répond gentiment. Dans la tête du jardinier, ça a été des paroles gentilles adressées à un enfant. Cet enfant, j'ai parlé avec lui ensuite, et il m'a dit, c'est la première fois de ma vie qu'on me parlait comme à un homme. C'est-à-dire que pour lui, c'était un événement énorme. Pour le jardinier, c'était une réponse gentille. Et c'est pour ça que j'ai volontairement employé la métaphore banale du tricot pour dire que les recettes sont beaucoup plus simples que ce qu'on croit. Et que la plupart du temps, on ne les met pas en place. Ces recettes sont des recettes affectives, comme le jardinier, accessible, mais beaucoup de recettes sociales, l'école, qui a un pouvoir d'intégration et de réparation énorme. Et ces enfants maltraités sont hébétés au moment de leur souffrance. Le théorème de Pythagore, avec comparé à ce qui m'attend ce soir, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et en revanche, dès qu'un lien se tisse avec quelqu'un, ils deviennent meilleurs élèves que la population témoin. Ouais. Et la résilience, elle se bâtit dans l'exemple du jardinier. Ça, c'est des mailles qui se tricotent. Et pour que l'enfant s'en sorte, il faut qu'il y ait plusieurs jardiniers dans sa vie, si j'ose dire. Alors, oui, mais oui. Idéalement, oui. Plus il y a de jardiniers, plus le processus de résilience est probable. Alors ça, c'est vrai, c'est indéniable. Il y a même des travaux scientifiques qui confirment ce que vous venez de dire. Ce qui n'empêche que, très souvent, la première maille du tricot, c'est la plus importante. Ensuite, on se débrouille. Et la première maille du tricot est souvent faite par une rencontre. Et je pense à un enfant très, très abîmé qui a repris espoir parce qu'un soir, à Alger, à la terrasse d'un café, il a discuté avec Maspero, l'éditeur. Je dis son nom parce que lui, il ne sait pas ce qu'il a fait, Maspero. Il a bavardé avec un jeune homme, il ne sait pas ce qu'il a fait. Et ce jeune homme dit, ce bavardage m'a redonné l'espoir. Et alors ensuite, ce que vous dites est vrai, ensuite il a fallu que ce gars aille trouver de quoi tricoter sa résilience. Mais c'est Maspero qui a été le premier maillon du tricot. Vous donnez l'exemple de François Maspero, son influence sur quelqu'un qui, dans le fond, il n'aura jamais revenu et dont il n'aura pas réalisé l'impact de sa rencontre. Mais vous dites aussi, dans votre livre, tout déterminisme humain est provisoire.
Est-ce que ça s'applique uniquement à l'impact du traumatisme sur l'enfant? Est-ce que c'est, quand vous dites ça, c'est ça que ça veut dire? Ou vous voulez dire toute influence est provisoire? C'est une idée qui m'est venue de l'éthologie animale. En éthologie animale, lorsque une empreinte est ratée, c'est-à-dire un processus d'apprentissage précoce est raté, parce que l'animal est malade, parce que son alentour est malade, c'est très difficile à rattraper parce que l'animal part dans une direction et il ne fait que la renforcer. Or, nous, humains, on dispose de la parole pour retravailler ce qui nous est arrivé. Donc, c'est-à-dire que si on a une émotion, on souffre, mais si on peut transformer cette émotion en parlant, en écrivant, en s'expliquant, en se fâchant, en insultant, on retravaille notre émotion. Donc, à ce moment-là, on est moins soumis aux événements que les animaux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de causalité linéaire exclusive. On ne peut plus dire une cause précoce provoque un destin. On peut dire une cause provoque une orientation de 1 an, 6 mois, 2 ans, mais c'est rattrapable ensuite par une bifurcation qui provoque une autre cause. C'est-à-dire que les déterminismes humains ne peuvent pas être à longue échéance à cause de notre aptitude à parler. Et de la même façon, je pourrais dire, une histoire, joli mot pour, disons, un traumatisme important, n'est pas un destin, dans le sens que ça n'expliquera pas tout. Donc, vous vous inscrivez carrément en faux contre tous ceux, ils sont nombreux dans les professions psy, à dire « tout se joue avant 3 ans ». C'est la phrase qui tue, ça. C'est la phrase qui tue. C'est vrai que dans les petites années, on est particulièrement doué pour les apprentissages, mais on continue à apprendre tant qu'on est vivant. Alors je vais encore reciter Anna Freud. On lui reprochait justement le déterminisme excessif de la psychanalyse. Et elle disait, mais une vie humaine, c'est comme une partie d'échecs. Les premiers coups sont déterminants, mais tant qu'on n'est pas mort, il reste de jolis coups à jouer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on apprend vite dans les petites années, mais on apprend tant qu'on est vivant. C'est moins facile, on est moins plastique, on est moins souple, mais ça reste toujours jouable. Alors, pour rester dans Anna Freud, puisqu'elle parlait de sa théorie des 2 coups qu'elle a développée après la guerre en faisant du travail auprès d'enfants victimes des bombardements, enfin, tout ça, est-ce que ça veut dire le 2e coup, le coup social, que quand on est victime de traumatisme, on a intérêt à se taire? Vous dites, dans votre livre, « Malheur à celui qui dit vrai, il sera condamné à la marginalité ». Alors, le regard social est contraignant, il veut parfois nous faire taire, et d'une certaine façon, vous semblez dire, oui, il faut peut-être ne pas dire la vérité parce qu'on va souffrir en plus de la marginalité. Alors, là, c'est une stratégie. Ces enfants blessés très souvent ne peuvent pas dire leurs blessures parce qu'on les fait taire. Donc, on les invite au déni. Alors, ils ont une stratégie. Très souvent, ils ont une hypermémoire du phénomène traumatisant et c'est flou à côté. Et dans ce flou, ils inventent des fantasmes, ils inventent des récits qui, eux, ne sont pas toujours vrais. C'est-à-dire qu'il y a une falsification créatrice. C'est une falsification parce qu'ils se rappellent des morceaux de vérité, des détails hyper imprégnés dans leur mémoire parce qu'ils en ont souffert. Ils ont même été fascinés par ces détails. Et ça les a isolés du contexte. Dans le contexte, ils inventent des choses qu'ils peuvent supporter. La poésie, la beauté là où il n'y a que de l'horreur. Geneviève de Gaulle raconte que dans le camp de Ravensbrück, elle se mettait toujours à côté d'une femme qui passait son temps à réciter des poésies. Et pourquoi? Parce que la poésie lui permettait de se couper de l'horreur. La poésie en temps de paix, ça n'a pas grande valeur. La poésie, si on souffre, ça prend une valeur énorme. Donc ça veut dire que cette falsification créatrice, les gens de théâtre, les romanciers, qu'est-ce qu'ils font? La même chose. Je ne peux pas raconter mon histoire parce que c'est trop douloureux, parce que vous, adulte normal, vous ne pourriez pas l'entendre. Donc je vais raconter l'histoire d'un jeune garçon qui, comme moi, mais c'est pas de moi que je parle, je vais raconter l'histoire d'une fille qui, comme moi, mais je parle pas de moi. Et je vais faire un roman que vous allez accepter, alors que vous auriez refusé mon histoire. Donc à ce moment-là, je peux quand même m'exprimer quand même, je peux rendre socialement acceptable une blessure que vous auriez refusée. De plus, le fait d'être créateur est forcément marginal, puisque le créateur, c'est celui qui met dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant. Sinon, il n'est pas créateur, il est réciteur. Donc le réciteur, c'est le bon élève. Et le créateur, c'est pas toujours le bon élève, c'est le marginal.
Et vous donnez dans votre livre une série d'exemples très impressionnants de créateurs, en littérature, mais pas uniquement, de toutes sortes d'époques, qui ont été des enfants victimes de traumatisme. Comme si le fait d'avoir vécu un traumatisme en avait fait de toute évidence des enfants et des individus résilients, mais créateurs. Alors, on peut être créateur sans être maltraité. Je connais beaucoup de gens qui ont été créateurs, mais la stratégie n'est pas la même. L'émotion attribuée à la créativité n'est pas la même. Un enfant, tous les enfants sont créateurs, tous. Dès l'instant où maman s'en va, eh ben, ils prennent un chiffon, un dessin qui la représente, et ce dessin représente maman. Je peux supporter le départ de maman puisque je l'ai dessiné là, ou parce que j'ai le nounours ou le chiffon qui la représente. Tous les enfants sont créateurs. Tous les enfants, quand ils ont un chagrin, on leur donne un papier et un crayon, ils racontent leur histoire avec un papier et un crayon. Ils font des scénettes, ils mentent. C'est une forme de créativité, le mensonge. Donc tous les enfants font ça. Or, ils ont bien raison, c'est un mode de défense. Mais surtout, le fait de créer permet d'exprimer quand même une émotivité blessée, alors que sinon, on reste seul, silencieux, mutique, et on passe son temps à souffrir. C'était pas un conseil que vous donniez, finalement, je l'avais mal lu, c'est une stratégie. Oui. Hein? Vous dites aussi, tous les chagrins sont supportables si on en fait le récit. Donc, si je reviens à nos créateurs ou à n'importe quel enfant victime d'un traumatisme, il va falloir qu'il trouve une façon de parler de sa blessure sans en parler. Voilà. Il faut qu'il trouve une façon de s'exprimer. Alors moi, je dis toujours, il y a ce qui peut être dit et ce qui peut être paradis avec un trait d'union et un T. Je suis désolé, je dis ça, mais on peut quand même faire s'exprimer par le paradis. C'est-à-dire que si je ne peux pas le dire parce que vous ne pouvez pas l'entendre, eh bien, je passerai par le paradis. Alors si j'ai une enfance suffisamment heureuse, je vais tenter ma créativité dans le dessin. Si j'échoue, eh ben, je tenterai dans la musique. Si j'échoue, ben, je tenterai dans la culture des fleurs. Je serai pas malheureux puisque j'ai été un enfant suffisamment entouré. Donc les enfants suffisamment aimés sont créateurs, mais sans angoisse. S'ils échouent là, ils réussiront ailleurs. Ils seront créateurs quand même. C'est pas le cas d'un enfant blessé. Lui, c'est viscéral. Et ça leur donne un courage pathologique, des fois. Ils ont un courage anormal. Des fois, on a envie de leur dire, écoute, calme-toi, tu travailles trop, c'est pas la peine. Ils sont contraints à la créativité, ils ne pensent qu'à ça. Ils sont fascinés parce que pour eux, c'est comme ils s'accrochent à une planche sinon ils coulent. Donc c'est cette planche-là et rien d'autre. Ils sont contraints à la créativité, ils ne pensent qu'à ça, et ça fournit un grand nombre de créateurs, un grand nombre de gens de théâtre, un grand nombre de gens d'image, ou même de gens de science qui sont contraints à la créativité parce que c'est leur planche de salut. Mais aussi, si je le prends comme conseil ou enfin comme stratégie, la recette presque pour la personne blessée, l'enfant ou l'adulte qui a été cet enfant blessé-là, c'est de faire son récit sans le jeu. Voilà. Est-ce que ce serait le même conseil et est-ce que ça s'applique par ailleurs à un enfant ordinaire, disons, qui devient un adulte créateur? Est-ce qu'il va faire un récit avec le jeu? Alors, les enfants suffisamment aimés et bien développés n'ont pas cette contrainte au récit. Et très souvent, ils ont une créativité légère, amusante, agréable, mais qui n'est pas poignante. Ou alors, très souvent, quand ils disent « je », c'est pas intéressant. C'est-à-dire que très souvent, c'est un artifice des romanciers, c'est que l'histoire des autres est plus intéressante. Mais l'histoire des autres, c'est la leur. Mais c'est un artifice, je pense par exemple à une femme violée qui ne pouvait pas dire « je ». Alors elle parlait comme si c'était une autre. Et c'est une forme d'angoisse. Quand l'angoisse est trop forte, souvent, on se regarde comme si on était extérieur à soi-même. Dostoïevski le raconte dans Crime et Châtiment. Nietzsche le raconte, je ne sais plus où il est à Turin et il a une grande angoisse. Il se précipite vers la fenêtre pour respirer un peu d'air et il voit un corbillard et il se voit dans le corbillard, suivant lui-même son propre enterrement, alors qu'il se regarde par la fenêtre. Donc ça, c'est des symptômes de très très grande angoisse. Donc de toute façon, quand on est un peu anxieux, si on veut se défendre par la créativité artistique, on a toujours intérêt à donner la parole à un autre, à un délégué narcissique, à un porte-parole. Mais
malgré tout, si on regarde les exemples que vous donnez dans votre livre, il reste qu'il y en a des remarquables, très grands écrivains et tout ça. On a l'impression, en tout cas à première vue, que la créativité serait la fille de la souffrance, presque. Puis vous dites même, quand je vous pose la question d'autres enfants plus ordinaires, est-ce qu'ils peuvent créer avec le jeu? Vous dites, ça va être relativement médiocre. Donc, il y a un lien entre la créativité et le génie et la souffrance, peut-être. Oui, oui, la créativité est fille de la souffrance, ce qui ne veut pas dire que pour rendre un enfant créatif, il faille le torturer. On espère. Mais la stratégie n'est pas la même. C'est-à-dire que oui, je pense que la créativité est fille de la souffrance parce que ces enfants-là sont contraints à la créativité s'ils veulent s'en sortir. C'est pour ça qu'ils ont un courage anormal. Mais on peut très bien créer... Je pense que c'est pas médiocre. Un enfant heureux qui est créateur, c'est pas médiocre. Mais ça n'a pas cette tonalité poignante d'un enfant qui, lui, est contraint à la créativité pour s'en sortir. Donc ça donne les enfants heureux sont des créateurs agréables, légers, mais c'est agréable. Ou alors des fois, ils jouent à se faire peur parce que les récits d'horreur ont une fonction éducative, les récits d'horreur ont une fonction tranquillisante. Donc même des enfants suffisamment aimés et bien développés peuvent quand même être des jouets à l'horreur, à raconter des films policiers. Les femmes anglaises, les mamies qui racontent des livres d'horreur, sont des mamies qui ont été très bien élevées, très bien pensantes et qui jouent avec des livres d'horreur qu'on n'ose pas inventer. Eh bien, mais pour elles, ces jeux d'horreur, sont légers, c'est un jeu. Alors, on voit que pour quelqu'un qui aurait été victime d'un traumatisme important, comme enfant et qui se développe, le récit, il est essentiel, peut-être un récit sans le jeu. Vous dites, par ailleurs, qu'il y a dans la société, à l'image un peu de ce que Anna Freud nous a dit, qu'il y a un déni. Alors, celui qui veut s'exprimer, même sans le jeu, est-ce que ça va lui faciliter la confrontation à la société qui veut rien savoir de son problème? Non, voilà, le problème est là, vous avez raison, c'est que en fait, tous ces enfants blessés, on les fait taire. La maltraitance, elle est insupportable à entendre par un adulte. L'inceste, c'est insupportable. Il ne faut pas oublier que Michel Manciot, Pierre Strauss, Marceline Gabel, Myriam David, tous ces grands noms qui ont lancé ce mouvement, ont eu un mal, n'ont pas été crus au début, ont été agressés même pour dire que ça existait. C'est-à-dire que le déni protégeait les gens normaux, les normopathes, les gens maladivement normaux. C'est dangereux, non? se protéger par le déni. Mais c'est insupportable. Taisez-vous, arrêtez de raconter ces histoires. Donc les normaux se protégeaient. Eux, pour passer une soirée tranquille, ils faisaient taire les enfants. Donc les enfants ont été obligés de prendre une autre stratégie, la stratégie du détour. Par exemple, Georges Perec. Georges Perec est hébété parce que un jour, son père s'engage dans la Légion étrangère, il disparaît. Sa mère l'accompagne à la gare du Nord à Paris, elle disparaît. Sa tante, son oncle, ses cousins, ils sont là un jour, ils sont plus là le lendemain. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil faisable. Son monde se vide progressivement. Et l'enfant devient hébété parce qu'il a perdu l'affectivité et les tuteurs de développement autour de lui. Pendant plusieurs années, il est débile. Débile profond. Taxé débile. Jusqu'au jour où il dit, eh bien voilà, je vais devenir écrivain. Et je vais écrire l'histoire de la vie de mes parents. Je ne parle pas de la mienne, je parle de la vie de mes parents. Et ce livre sera le tombeau de mes parents. Dès lors, je serai capable, moi, Georges Perec, de faire un travail de deuil. À ce moment-là, je pourrais faire des études, faire une famille, avoir des amis et devenir l'homme gai qu'il a été avec une zone d'ombre assez douloureuse. Mais il a vécu, il est devenu humain quand même. Or, il a trouvé une stratégie alors que le traumatisme, là, c'était quoi? Il était difficile à objectiver le traumatisme. C'était le vide progressif, parce que c'était la guerre de 40, et que les éléments de sa famille disparaissaient les uns après les autres. On ne savait pas où, on ne savait pas comment. Mais l'enfant, après avoir été hébété, a trouvé son système de résilience. Vous dites aussi du récit, parce que Perec, visiblement, est passé par le récit pour
pour exprimer sa résilience et s'en sortir. Vous dites, tout récit est toujours une coproduction. Et oui. On la coproduit avec qui? Alors, tout récit est une coproduction, c'est-à-dire que moi, enfant blessé, je suis contraint au témoignage. Si je témoigne pas, je trahis les miens. Et si je cherche à témoigner, les normopathes me font taire. Donc, je vais trouver une astuce, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans ma mémoire les souvenirs réels dont je vais composer un récit partiel, puisque je vais mettre des tas d'événements à l'ombre, je ne peux pas tout dire. Donc je vais choisir activement, intentionnellement, les éléments vrais qui vont faire un récit qui ne sera pas forcément totalement vrai. Mais ce récit-là, je vais le choisir en pensant à vous, puisque c'est à vous que je vais l'adresser. Donc vous, je vais essayer de voir ce qui peut vous plaire, vous toucher, vous émouvoir,